Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette session du Printemps de l'économie sur le sujet des terres rares, plus largement des minerais critiques, comment comprendre les enjeux, pourquoi sommes-nous dépendants, comment s'affranchir des dépendances. On va avoir un panel qui va aborder les différents aspects de ce sujet parce que c'est un sujet avec des enjeux à la fois physiques, économiques, géopolitiques. Les terres rares et les minerais critiques, plus largement, sont indispensables dans beaucoup d'usages pour industriels, indispensables pour la transition écologique, la défense, l'électronique. Et donc, on va essayer de comprendre déjà de quoi il s'agit, puisqu'on peut en entendre beaucoup parler, mais pas forcément sans savoir précisément de quoi il s'agit. Que sont ces terres rares, ces 17 métaux aux propriétés remarquables et indispensables, qui ne sont pas forcément si rares d'ailleurs au sens physique, mais dont aujourd'hui la Chine contrôle l'essentiel de la chaîne de valeur, de l'extraction au raffinage, et même aux usages aval, comme les aimants permanents dont Benoît pourra nous parler. Donc comment cette situation de quasi-monopole s'est-elle constituée? Ce n'est pas forcément une fatalité. Historiquement, la France, les États-Unis maîtrisaient ces chaînes de valeur. Aujourd'hui, la Chine est ultra dominante comme résultat d'une stratégie de long terme, si on remonte aux années 90, et pour faire écho aussi à d'autres enjeux très actuels. Deng Xiaoping déclarait « Le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a des terres rares ». Donc on voit que cette stratégie, elle remonte à longtemps. Et ça, c'est devenu une arme économique et géopolitique puissante que la Chine n'a pas hésité à activer dès 2010, en fait, face au Japon, et plus récemment, depuis 2023, et encore plus l'année dernière, notamment face aux États-Unis, avec l'Europe qui se retrouve parfois en position de victime collatérale. Donc on va faire l'état de ces dépendances, des réponses qui peuvent être faites sur l'approvisionnement, la sécurisation, l'autonomie en minerais critiques. Faire le point aussi sur quelles sont les initiatives, qu'est-ce qui peut être fait au niveau des entreprises, au niveau des États français, européens, au niveau du G7 aussi, qui est actif sur ce sujet et que la France préside cette année. Et peut-on résoudre ce problème et à quel horizon? Alors pour aborder ces problématiques complexes, donc j'ai le plaisir d'avoir un panel qui justement reflète un petit peu les diverses compétences et enjeux sur ce sujet. Avec tout d'abord à ma droite Benjamin Galzo, qui est délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques. À sa droite, Édouard Boursieux, chef économiste de la Direction générale du commerce et de la sécurité économique à la Commission européenne. Et tout à droite, Benoît Richebé, qui est directeur des projets aimants et terres rares chez Orano. Et nous serons aussi rejoints par Elvire Fabry, qui est directrice du programme commerce et sécurité économique à l'Institut Jacques Delors, mais dont le train a un petit peu de retard, donc qui devrait nous rejoindre bientôt. Alors, je signale que nous sommes aussi ravis de l'intérêt que suscite ce sujet, puisque on nous dit que cette session est très suivie. Nous sommes ici dans l'hémicycle du CESE. Mais nous sommes suivis à distance par des inscrits dans toute la France, mais aussi à Madrid, Londres, Lisbonne, Bruxelles, Delhi, Oslo, Haïti, Varsovie, Maastricht, au Brésil, à Genève, à Barcelone, au Maroc et à Madrid. Donc on voit que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et bienvenue à Elvire, dont j'annonçais qu'elle allait nous rejoindre incessamment et qui est arrivée juste à temps. Donc bienvenue dans cette session. Alors peut-être pour commencer, puisque c'est un sujet qui n'est pas forcément connu par tout le monde, on peut commencer par, je dirais, se poser la question, au fond, fait, de quoi parle-t-on? En quoi les termes terres rares, minerais critiques, métaux critiques recouvrent des périmètres un peu différents? Pourquoi en a-t-on besoin? Pourquoi sont-ils indispensables? Je vais peut-être commencer par Benjamin Galzo pour nous expliquer déjà les enjeux, de quoi parle-t-on et quels sont les enjeux physiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on parle d'une cinquantaine d'éléments du tableau périodique. En fait, il faut commencer par faire un peu de chimie et de physique. Désolé. Après, on va faire un peu d'économie, mais il faut en passer d'abord par la matérialité du monde, la réalité du monde, la réalité concrète. Donc, c'est une cinquantaine d'éléments du tableau périodique, essentiellement des métaux, pas que, mais essentiellement des métaux. Les terres rares dont vous parlez, c'est 17 d'entre eux, et les terres rares pour éléments permanents, c'est 4 parmi ces 17, donc cinquantaine. Elles sont utilisées dans l'industrie, dans toutes les industries, quasiment toutes les industries, pour des matériaux. Pourquoi? En fait, pour leurs propriétés mécaniques, électriques et thermiques. C'est les 3 facteurs importants. Je vous donne un exemple. Le cuivre,
C'est un très bon conducteur d'électricité, donc on l'utilise pour les câbles électriques. C'est un métaux critique. Le lithium, c'est un élément léger et qui peut par ailleurs stocker l'électricité. Donc on l'utilise pour ça. Le tungstène, c'est un élément qui est allié à du carbone et extrêmement dur. Donc on l'utilise dans l'industrie pour tout ce qui est les outils d'usinage. On l'utilise aussi dans la défense pour les blindages. Donc vous voyez, il y en a 50 comme ça. Les terres rares pour aimants permanents, elles ont la propriété de pouvoir, quand elles sont alliées à d'autres éléments, avoir une propriété magnétique forte, donc créer des champs magnétiques, donc on les utilise pour les aimants. Donc ce qu'il faut retenir, et elles sont en général assez peu substituables. Il y a des possibilités de substitution, mais très limitées. Donc utilisées dans toutes les industries. Deuxièmement, il n'y a pas de mine de métaux. On n'extrait pas des métaux comme ça, on extrait des minerais, et après il y a des transformations successives, une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes, pour avoir les métaux au degré de pureté que l'on souhaite en fonction des applications que l'on souhaite. Et puis il y a le recyclage, un élément très important. La caractéristique des métaux qui les distingue radicalement des matières premières qui sont consommées, c'est qu'en fait elles ne sont pas consommées. Elles peuvent être recyclées quasi infiniment. Donc, chaîne de valeur. Toutes les étapes de la chaîne de valeur sont importantes. Chacun de ces métaux critiques a ses particularités. Les besoins, donc c'est les besoins de toutes les industries, mais il y a un certain nombre de ces besoins qui augmentent. Pas tous, mais une grande partie de ces métaux, les besoins vont augmenter, en particulier du fait de la transition énergétique. Qui dit transition énergétique dit électrification, qui dit électrification dit câble électrique, batterie, aimant pour des moteurs électriques. Donc on va avoir besoin de plus de ces métaux critiques. Dernier point, les dépendances, mais on y reviendra. Et là je rentre dans l'économie. Il faut bien comprendre d'où viennent ces dépendances. Ces dépendances viennent du fait qu'il s'agit, pour la plupart d'entre eux, je mets de côté des métaux comme le cuivre ou l'aluminium qui sont des très gros marchés, ce sont plutôt des petits marchés. Le marché des terres rares, c'est quelques milliards par an. Le marché du pétrole, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars par an. Donc, c'est des petites choses, indispensables pour toutes les industries, mais petites, compliquées, des étapes de raffinage difficiles, et finalement, les forces économiques, les choix, non pas des États, mais des opérateurs économiques, ont conduit petit à petit à une concentration notamment des étapes de raffinage, parce que c'est essentiellement là où il y a la concentration la plus forte en Chine. Et cette concentration, c'est-à-dire grosso modo, les entreprises qui faisaient ce travail-là de raffinage d'un certain nombre de métaux en Europe ou aux États-Unis ont fermé parce que concurrence chinoise, dumping, conditions économiques différentes. Donc, et conditions environnementales différentes aussi. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que pour corriger le problème, il y a des aspects techniques, et on y reviendra, on a évidemment beaucoup d'investissements, beaucoup de recherche, beaucoup de recyclage, mais il faut aussi traiter cette question économique de, finalement, comment on régule ce marché. Les forces du marché ont conduit à cette concentration, et donc si on veut se défaire un peu de cette emprise, il faut réguler, il faut un cadre pour que ce marché puisse fonctionner. Oui. Alors peut-être pour dans cette lignée, je me tourne vers Benoît Richebé. De votre point de vue, qui est celui d'Orano, qui est une entreprise pour laquelle évidemment ces enjeux sont majeurs, à quoi servent les terres rares dans les usages industriels? Vous dirigez le projet de terres rares et aimants permanents. Vous pouvez nous dire que sont ces aimants permanents et pourquoi ils sont incontournables, et en quoi plus généralement les usages industriels rendent ces terres rares incontournables? Absolument. Donc, je travaille dans les terres rares et les aimants permanents. Par rapport à ce que le délégué interministériel vous expliquait, c'est une partie des minerais matériaux critiques. Donc, ce sont les terres rares qu'on appelle dans le tableau de Mendeleïev. Effectivement, il faut revenir à la physique et à la chimie, les lanthanides. Et donc, nous regardons particulièrement au sein de ces lanthanides le néodyme, son frère jumeau le praséodyme, et des dopants, appelons-les comme ça, du dysprosium et du terbium, qui sont des terres rares lourdes par opposition aux terres rares légères. Premier élément de définition. Le second, c'est
quand on parle de minerais critiques, de matériaux critiques, il faut toujours, et là je m'adresse vraiment à l'audience, il faut toujours réfléchir en termes de chaîne de valeur. D'où viennent les minerais, les métaux, les éléments chimiques que vous utilisez dans vos différents systèmes? Par exemple, dans vos téléphones portables, il y a des terres rares. Donc nous sommes positionnés dans l'aval de la chaîne de valeur, sur la partie aimant. Vous avez donc au niveau des terres rares de l'extraction, des étapes de raffinage, et puis finalement la fabrication de l'aimant qui ensuite va être intégrée dans un système. Par exemple, un moteur de traction, pour commencer à répondre à votre question, Dorothée, où est-ce que les aimants sont utilisés? Dans les moteurs de traction de véhicules électriques, dans des turbines d'éoliennes, principalement offshore. Il y a plusieurs technologies, mais majoritairement, ce sont des turbines qui utilisent des aimants permanents. Mais ça, ce sont 2 cas très emblématiques, mais il y en a en fait plein d'autres. Vous en avez dans vos disques durs, vous en avez dans vos brosses à dents électriques, vous en avez dans les drones, vous en avez aussi, pour parler un petit peu de l'écosystème défense, vous en avez également dans des missiles, vous en avez dans des frégates, dans des sous-marins, il y en a absolument partout. Aujourd'hui, les aimants, c'est une petite chaîne de valeur en fait. Elle pèse une dizaine de milliards de dollars par an, ce qui est vraiment tout petit au niveau mondial. Elle représente un volume d'environ 250 000 tonnes, c'est un ordre de grandeur, mais elle irrigue chaque année, ces 10 milliards irriguent chaque année plus de 3 500 milliards de différents secteurs industriels. Et vous voyez ici une première notion qui est extrêmement importante pour les terres rares et les aimants permanents, c'est cette notion d'asymétrie, de levier. Et donc on arrive directement à la question de quel est finalement le coût de cette dépendance à la Chine que vous avez déjà évoqué. Alors ce que nous faisons dedans, on est donc sur le segment des aimants permanents, et nous avons l'ambition, depuis 4 ans que nous avons lancé ce projet avec l'aide de l'État, avec l'aide de l'Union européenne, de réapprendre à fabriquer des aimants de haute performance en intégrant une part de recyclé. Alors, de haute performance, c'est important de le préciser parce que tous les aimants ne se valent pas en fait. Il y a des aimants, déjà il y a plusieurs familles d'aimants, il y a des ferrites, il y a des néodymes fer-bore, il y a des samarium cobalt. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien prendre conscience que nous sommes positionnés sur la famille d'aimants la plus exigeante en termes de fabrication pour les cas d'usage que j'évoquais. Et au sein de cette famille, nous visons les cas d'usage les plus exigeants que sont donc les moteurs de traction avec nos partenaires Valeo, Stellantis, IFPEN, avec lesquels nous travaillons. Et donc tous les aimants ne se valent pas, il faut apprendre à atteindre la haute performance qui est aujourd'hui détenue par la Chine et le Japon de manière simplifiée. Et on a en plus l'ambition de le faire avec une part de recyclé, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà où nous sommes positionnés, fabriquer des aimants de haute performance avec une part de recyclé, et c'est un positionnement assez unique en Europe. Alors peut-être si on fait le lien maintenant avec l'économie, avec du coup où se situent nos dépendances, où se situent nos besoins. On a déjà mentionné que le fait que les besoins sont voués à augmenter assez fortement, notamment en lien avec la transition écologique. Donc Édouard, comment vous voyez du côté de la Commission européenne les besoins identifiés au niveau européen? Comment l'Europe se situe-t-elle sur ces différentes chaînes de valeur et quels sont les maillons les plus critiques? C'est devenu un sujet essentiel au niveau européen. Globalement, au niveau européen, l'Europe a toujours été un continent relativement pauvre en matières premières, qui reposait sur les importations pour s'approvisionner en matières premières. Mais il y a une question essentielle de contrôle de la chaîne de valeur, dont parlait Benjamin Galsou, qui s'est détériorée sur plusieurs chaînes, et d'émergence de nouveaux besoins liés à la transition énergétique, à la transition numérique, avec notamment l'importance des terres rares, où la position est encore plus défavorable au niveau européen qu'elle ne l'est sur d'autres matières premières. On importe aujourd'hui 100% des besoins européens en matière de terres rares, qui augmentent considérablement. C'était 20 000 tonnes de terres rares en 2023, on s'attend à importer 35 000 tonnes en 2030. Donc on a un problème de dépendance qui est majeur, et notamment parce que sur l'ensemble de ces importations de terres rares, 90% vient de Chine. Avec en même temps, donc non seulement une dépendance, une augmentation des besoins, mais aussi une augmentation des risques, une augmentation des manipulations
de prix, de restrictions de volume d'exportation. Un basculement général du commerce mondial qui passe d'un système essentiellement régulé, fondé sur des règles, à un système où les rapports de force occupent une place beaucoup plus importante. Et la Chine qui en joue évidemment de manière très forte. Donc une augmentation des risques qui est très forte, et non seulement des risques, mais aussi des difficultés réelles maintenant d'approvisionnement liées à des mesures concrètes de restriction aux exportations, de licences sur divers types de matières premières. Donc c'est particulièrement problématique aujourd'hui au niveau européen. La situation, si on regarde ce qu'il en est en termes de part de l'Union européenne dans la production, dans le raffinage, dans le recyclage. Sur les 34 matières premières critiques qui ont été identifiées au niveau européen, donc qui sont un peu moins nombreuses que les 50. C'est juste que vous comptez les terres rares pour pour 2 alors qu'il y en a 17. Ah oui. Ok. Et qui sont définies en fonction de leur importance économique et des risques d'approvisionnement. Donc sur les 34 matières premières critiques, on a des objectifs européens qui ont été fixés par le règlement sur les matières premières critiques, qui sont d'extraire au moins 10% de la consommation européenne au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, on est à 8%. De transformer au moins 40% de la consommation européenne en Europe. Aujourd'hui, on est à 24%. Et de recycler 40%. Aujourd'hui, on est à 12%. Par ailleurs, de s'assurer qu'on n'importe pas plus de 65% de nos importations d'un seul pays. Aujourd'hui, c'est le cas au niveau de l'extraction pour le bore avec la Turquie et au niveau de la transformation pour le lithium, pour les terres rares évidemment, pour le magnésium et pour le gallium. Donc il y a beaucoup de chemin à faire. On est sur beaucoup de matières premières à un niveau d'importation qui est très élevé dans notre consommation. Sur le niobium, c'est 100%, le scandium, c'est 100%, le vanadium, c'est 100%, les terres rares, c'est 100%, le bore, c'est 100%, l'antimoine, c'est 100%. Donc on a une présence des importations qui est très forte. Évidemment, tout dépend de la nature des importations et du degré de confiance et de contrôle qu'on peut avoir sur ces importations. À l'inverse, il y a un certain nombre de matières premières sur lesquelles la part de l'Europe dans sa consommation est plus importante. C'est le cas par exemple du cuivre, plus de 50%, de la fluorine, plus de 50% aussi, du germanium, de l'arsenic. Et peut-être juste pour l'anecdote, le record, je crois, revient au strontium, où on apporte moins de 0,3% de notre consommation. 99,7%, d'après la Cour des comptes européenne, vient d'Espagne. Ah, ok. Voilà, peut-être je m'arrête là sur ce panorama. Simplement pour dire, avant de laisser la parole à Elvire, qui je crois va parler de la Chine, qu'on est évidemment très engagé avec la Chine, en lien avec beaucoup de difficultés aujourd'hui sur le graphite, sur le gallium, sur le germanium, sur les terres rares, beaucoup de types de licences, de restrictions aux exportations qui sont particulièrement problématiques. On avait déjà eu un premier coup de semonce dans les années 2010 sur le sujet, avec des restrictions aux exportations chinoises sur les terres rares. Ce que je trouve intéressant, peut-être une erreur qu'on a faite au niveau européen, c'est qu'on a poursuivi la Chine à l'OMC, avec les Américains, avec les Japonais, on a fait condamner la Chine à l'OMC. Ce qui, du point de vue européen, a démontré qu'on avait un système de règlement des différends à l'OMC qui fonctionnait. La Chine s'est mise en conformité, a retiré ses restrictions aux exportations. On en a conclu au niveau européen que le système commercial multilatéral fondé sur des règles était suffisant pour
nous protéger contre d'éventuelles manipulations de ce type. C'était peut-être un petit peu trop optimiste compte tenu de la suite de l'histoire. Les Japonais se sont aussi satisfaits de l'issue de cette procédure à l'OMC, mais ont décidé d'investir à l'étranger pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Et les Américains, qui avaient une mine de terre rare à Mountain Pass en Californie, à la frontière avec le Nevada, depuis les années 50, qu'ils avaient fermé au début des années 2000 à cause du coût environnemental de cette mine, et laisser faire la Chine finalement sur l'extraction et le raffinage des terres rares, ont rouvert leur mine en 2018 suite à cet épisode. Donc on a tiré des leçons différentes. Maintenant, au niveau européen, on rattrape sur ce sujet. On s'inspire beaucoup de ce que font les Japonais. Mais c'est depuis quelques années seulement que c'est devenu une priorité au niveau européen. Alors justement sur ce sujet, et là on est vraiment au cœur du thème du printemps de l'économie sur le temps des rapports de force, on voit que ces minerais critiques sont un instrument de rapport de force pour la Chine qui utilise ses dépendances des autres partenaires pour en faire un levier de coercition géopolitique éventuellement à d'autres fins. On l'a vu dans la guerre tarifaire avec les États-Unis. Mais peut-être on peut revenir sur comment en est-on arrivé là, au fond, et c'est un peu ce que disait Édouard, est-ce qu'on aurait dû le voir venir parce que finalement cette stratégie elle était annoncée par la Chine depuis longtemps et on n'a pas suffisamment réagi. En fait, quel est, Elvire, ton regard sur la manière dont la Chine a monopolisé les différents maillons de la chaîne de valeur l'un après l'autre? Aujourd'hui, elle a à peu près, on va dire, la moitié des ressources mondiales en terres rares. Elle fait 2/3 de l'extraction, mais plus de 90% du raffinage et de la fabrication d'aimants permanents dont parlait Benoît. Donc, nous nous sommes mis dans une situation de dépendance quelque part qui était annoncée. Donc, quelle a été la stratégie de la Chine et comment l'utilise-t-elle, Elvire, de ton point de vue? Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de se retrouver au Printemps de l'économie dans son édition 2026. Alors c'est intéressant en effet de revenir en arrière parce que c'est quand même une histoire maintenant de 4 décennies et comme vous le disiez, il faut avoir une vision sur l'ensemble de la chaîne de valeur et on voit bien que la Chine a construit un goulot d'étranglement qui aujourd'hui lui donne un levier colossal vis-à-vis de ses partenaires commerciaux pour l'utiliser à des fins de coercition économique. Alors, Benjamin Galzo vient de l'évoquer. Dans les années 80, c'est d'abord les forces du marché qui ont fait que des standards environnementaux, sociaux moins élevés, non seulement que vis-à-vis de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis, du Japon, des différentiels de coûts, ont fait que c'était attractif d'exporter finalement nos capacités. L'Union européenne en avait, mais d'exporter ses capacités en Chine, avec une Chine qui, dès les années 80, a bien compris qu'elle tenait là un segment de la production qui était clé et sur lequel elle a misé dès les années 80 en investissant beaucoup, l'investissement étatique, et en rajoutant, à partir du tournant des années 90, un certain nombre de mesures qui lui permettaient notamment aussi de concurrencer de manière très agressive les producteurs qui pouvaient exister ailleurs. Alors là, je dirais qu'on parle moins de l'extraction, puisqu'il y a la capacité d'extraction, et la Chine, comme d'autres pays, cherche à accéder aux mines et progressivement a pris des positions de plus en plus importantes dans les mines à travers le monde et a accéléré, notamment même ces dernières années, puisque là, je dirais que c'est une mobilisation internationale à laquelle on fait face. Mais c'est surtout d'abord le goulot d'étranglement du raffinage sur lequel elle s'est concentrée, et progressivement sur ce qu'on appelle l'intégration verticale de la chaîne de valeur, avec un objectif de contrôle de toute la chaîne de valeur, raffinage, mais production aussi des technologies nécessaires au raffinage, recyclage, et jusqu'à la production de matériaux à partir de ces minerais critiques. À partir des années 90, au-delà des investissements, l'utilisation de crédits bon marché, enfin d'un certain nombre d'avantages qui lui permettaient de soutenir ces entreprises, il y a eu l'application de quotas d'exportation, de taxes à l'exportation, donc de droits de douane à l'exportation, qui s'appliquaient en contravention des règles de l'OMC. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu d'abord des procédures qui ont été engagées à l'OMC, mais qui montrent bien que la Chine a pris une voie
là qui ne respectaient pas les règles de concurrence telles qu'elles étaient établies. Et à partir des années 90, où on a vu se renforcer cette position de monopole de la Chine, qui n'a fait que croître et qui fait qu'en effet, on arrive à des chiffres de positionnement de la Chine sur le raffinage des minerais critiques qui oscillent facilement entre 70, 80, 90% selon les minerais critiques. Un positionnement de la Chine qui a même cherché à, après avoir évincé ses concurrents, à freiner, empêcher les efforts de diversification aussi des pays tiers. Et en mettant plus récemment en œuvre des mesures de restriction aux exportations de technologies, de raffinage, de recyclage, pour éviter que des pays tiers puissent monter en puissance eux-mêmes et développer cette capacité de production propre. Aujourd'hui, l'utilisation de ces goulots d'étranglement est très clairement signalée comme étant un levier de pression informelle ou officielle. C'est-à-dire que d'abord, les restrictions qui avaient ciblé le Japon en 2009-2010 étaient des restrictions implicites, c'était des signaux qui avaient été envoyés aux entreprises chinoises de limiter leurs exportations vers la Chine en réponse à un contentieux sur les eaux territoriales entre la Chine et le Japon. Mais plus récemment, on a maintenant des restrictions aux exportations qui sont très officielles, qui concernent le gallium, le germanium et d'autres minerais critiques, et qui là nous envoient des signaux d'abord de prix, puisque ces contrôles sur les exportations donnent un levier important à la Chine sur les prix, mais aussi qui jouent sur d'autres enjeux politiques et qui sont des leviers de réponse à des mesures qui ne plaisent pas à la Chine. Et bien entendu, les restrictions aux exportations de semi-conducteurs, le dossier sur l'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques ont été des mesures qui ont trouvé une réponse dans les restrictions aux exportations de la Chine. Lorsque Deng Xiaoping, au début des années 90, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase, disait que le Moyen-Orient a son pétrole, nous avons nos terres rares. On voit bien que cette stratégie est une stratégie qui a été construite de longue date, depuis les années 90, et que c'est un bras de fer aujourd'hui sur lequel on se retrouve en face à face, donc pas simplement les Européens, le monde entier. Et il y a un facteur aujourd'hui d'urgence, de rapidité, qui nous incite, à partir des mécanismes qui ont été mis en place et qu'on va développer, sur lesquels on va revenir, à accélérer encore les moyens financiers et les moyens d'investissement et de coordination. Merci. Alors, passons justement à qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on est en train de faire, puisque c'est aussi la question. On voit que si en fait on veut se repositionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on a d'abord à faire émerger une offre européenne un peu sur les différents segments, donc à la fois de l'exploration, identifier les gisements, selon les minerais ça va être différent, surmonter les obstacles qui peuvent être, on pourra en discuter, soit physiques, soit techniques, soit sur le financement, soit sur la réglementation. Ensuite, cette offre, il faut qu'elle ait des clients. Donc aujourd'hui, parce que il y a des facteurs de coûts supplémentaires du point de vue de la réglementation aussi, et aussi parce qu'on fait face à des pratiques chinoises qui s'apparentent à du dumping. Le fait d'avoir cette offre qui soit viable et qui soit compétitive et que nos industriels finalement achètent la production européenne plutôt que chinoise va être aussi un enjeu. Donc c'est aussi un enjeu pour l'UE et pour le G7, et je pense que Benjamin nous en parlera. Et puis on ne peut pas forcément tout faire chez nous, on n'a pas tout chez nous. Donc il y a aussi des enjeux diplomatiques avec des pays qui sont moins susceptibles de vouloir faire usage de coercition chez nous, ou qui sont plus des pays alliés ou affinitaires, et comment construire des partenariats. Donc peut-être pour construire ce partenariat, quelles sont les initiatives déjà en cours, qu'est-ce qu'on veut faire et à quel horizon, peut-être commencer par l'échelon européen, Édouard, pour nous dire quelle est la stratégie européenne de sécurisation des approvisionnements, quelles sont les initiatives au niveau européen? Oui, alors d'abord, c'est deux choses. C'est une politique qui a beaucoup évolué au cours des toutes dernières années, depuis 5 ans.
Et c'est une politique qui est très, très large, très complète. Moi, je suis en charge de la politique commerciale, mais qui va bien au-delà, évidemment, de la politique commerciale. Peut-être un mot d'abord sur le commerce, avant d'aborder les autres volets de cette politique. Pour dire que du point de vue européen, en matière de politique commerciale, maintenant depuis plusieurs années, on a mis beaucoup plus l'accent sur la sécurisation des approvisionnements. Pendant longtemps, les accords de libre-échange qu'on négociait avec nos pays partenaires, et on a le réseau d'accords de libre-échange le plus large à l'échelle mondiale, était très focalisé sur l'accès au marché dans les pays tiers, pouvoir exporter, promouvoir les exportations européennes dans les pays tiers. On met beaucoup plus l'accent aujourd'hui, en complément de cette dimension d'accès au marché, sur la sécurisation de nos importations, avec notamment un chapitre sur l'énergie et les matières premières dans ces accords, qui reconnaît finalement ce que les économistes ont dit depuis toujours, que le commerce, l'intérêt du commerce, c'est d'abord et avant tout de pouvoir importer ce dont on a besoin. Quelque chose qu'on avait un petit peu oublié avec des formes de colbertisme qu'on connaît bien en France par ailleurs, mais on se rend compte aujourd'hui de l'importance de pouvoir importer ce dont on a besoin et de sécuriser ça à travers notre politique commerciale. Donc on a des accords commerciaux, des accords de libre-échange avec 76 pays dans le monde aujourd'hui, qu'on est en train de compléter. On a beaucoup parlé du Mercosur récemment, ça fait 4 pays de plus, dont de gros producteurs de matières premières. L'Indonésie également, avec laquelle on a conclu les négociations en septembre de l'année dernière. L'Inde, avec laquelle on a conclu les négociations au mois de janvier. Tout ça représente maintenant plus de 50% du commerce européen. Et les négociations continuent avec d'autres partenaires, y compris l'Australie, qui est également un gros producteur de matières premières et qui contribue à la diversification de nos importations. Plus généralement, au niveau européen, en matière commerciale, on a eu un développement de notre politique de stratégie de sécurité économique, avec l'identification des risques, des dépendances, et le développement de mesures pour gérer ces dépendances, notamment vis-à-vis de la Chine, avec un engagement qui est constant vis-à-vis de la Chine, notamment depuis l'année dernière sur les licences concernant les terres rares que j'ai évoquées. On est dans un moment où tout n'est pas réglé, mais où pour l'instant les pires mesures sont suspendues jusqu'à la fin de cette année. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans l'engagement qu'on peut avoir avec la Chine sur ce sujet. On négocie par ailleurs d'autres accords de facilitation des investissements avec des pays comme l'Angola, qui facilitent aussi notre capacité à investir dans ces pays dans les matières premières, ou des accords de partenariat sur pour promouvoir les investissements et le commerce dans les technologies propres, comme avec l'Afrique du Sud récemment, mais je passe rapidement là-dessus. Il y a d'autres outils qu'on utilise aussi en matière de politique commerciale, toujours en lien avec les matières premières, notamment le contrôle des investissements entrants. Il y a eu depuis bientôt une dizaine d'années, un développement d'une politique européenne de contrôle des investissements entrants dans les secteurs stratégiques pour éviter que les entreprises européennes soient contrôlées par des acteurs étrangers d'une manière qui serait problématique. Depuis peu, le champ de cette couverture a été étendu aux questions de matières premières. Et enfin, il y a quelque chose qui est beaucoup plus récent et qui est essentiel aussi dans ce domaine, c'est la mise en place de restrictions aux exportations sur les déchets, notamment les déchets d'aluminium, avec une proposition de la Commission, mais aussi des déchets de terres rares et peut-être des déchets de cuivre et des déchets de masse noire, pour favoriser le recyclage au sein de l'Union européenne, qui est un des pans de la stratégie européenne en matière de matières premières. Ça, c'est pour le commerce, mais en fait, comme j'ai dit, la stratégie européenne en matière de sécurisation de nos approvisionnements est beaucoup plus large. Elle a été essentiellement fixée dans le règlement sur les matières premières critiques de 2024, donc tout ça est assez récent encore, à moins de 2 ans,
qui a été complétée à la fin de l'année dernière par l'initiative Resource EU, qui a été prise à un moment de tension extrême avec la Chine sur les terres rares, et en parallèle d'une communication de la Commission qui affine notre doctrine sur les questions de sécurité économique. Donc tout ça est vraiment très lié. Cette stratégie européenne, c'est une combinaison de mesures commerciales que j'ai déjà évoquées, et de partenariats stratégiques avec un certain nombre de partenaires sur les matières premières, mais aussi de financement et de mesures réglementaires. C'est à la fois une stratégie qui est tournée vers l'extérieur, donc des projets avec des partenaires en dehors de l'Union européenne. Il y en a 13 qui ont été mis en place après le premier appel à proposition suite à ce règlement sur les matières premières, 13 qui ont été mis en place en dehors de l'Union européenne, mais aussi vers l'intérieur de l'Union européenne, enfin sur le territoire européen, où là il y a 47 projets stratégiques qui ont été mis en place suite à ce premier appel d'offres. Il y a eu un deuxième appel d'offres qui a été clos à la fin du mois de janvier avec beaucoup plus de propositions. C'est une politique qui s'attache à toute la chaîne d'approvisionnement des matières premières, non seulement l'extraction mais aussi le raffinage, non seulement la production primaire mais aussi la production secondaire, donc le recyclage dont je parlais, et non seulement la production mais aussi la substitution, trouver d'autres matériaux pour se substituer aux matériaux dont on est le plus dépendant, améliorer l'efficacité aussi, l'efficience dans l'usage de ces ressources pour en utiliser moins, et promouvoir le stockage stratégique de certaines de ces ressources. On fait ça au niveau européen, au niveau de la Commission, mais aussi avec la BEI, la Banque européenne d'investissement, et avec la BERD, mais aussi avec les États membres. Donc c'est une approche qui est vraiment globale. Et j'essaye d'accélérer. Du coup, ça concerne non seulement les États, mais les entreprises, avec une demande aux entreprises de cartographier leur chaîne de valeur. Et je conclus simplement avec quelques défis, enfin quelques remarques plus générales. D'abord sur le fait que c'est une politique qui est encore très récente. Donc il y a un facteur temps qui est fondamental, mais en même temps on a peu de temps pour réagir sur ces sujets. Il y a des problèmes de financement, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, notamment 3 milliards récemment, mais le prochain cadre financier pluriannuel permettra de dégager plus de ressources. Et puis c'est une politique où il faut tirer les leçons de ce qui a été fait jusqu'ici. On revient aux questions de marché et de demande. On a soutenu un projet concernant le lithium en Argentine, où on a exigé, avec des fonds européens, où on a exigé que le lithium qui serait issu de ce projet soit vendu à des acheteurs européens, mais aucun acheteur européen n'a été preneur du lithium en question parce qu'il était trop cher, parce que la Chine avait du lithium qui était moins cher. Et finalement, on a fini par vendre le lithium en question à la Chine. Donc il y a vraiment une question essentielle de construction, non seulement d'une offre, mais aussi d'une demande et de protection de cette demande avec des prix minimums. Tout ça dans un... et je conclus là, tout ça dans un contexte où on ne fait pas ça de manière tout à fait indépendante. La Chine nous observe et réagit. Elle n'hésite pas à manipuler les prix, à baisser les prix quand il faut baisser les prix pour saper certaines initiatives, à limiter les volumes pour nous empêcher de constituer des stocks. Donc c'est une politique qui est extrêmement difficile de ce point de vue-là. Un auteur disait qu'on ne construit pas une cathédrale sous un bombardement. C'est un petit peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Pas très encourageant comme conclusion, mais la cathédrale viendra peut-être. Peut-être prendre la perspective entreprise et ensuite Benjamin Gallardo nous donnera la perspective plus large. Au fond, que font déjà les entreprises? Est-ce que de votre point de vue et du point de vue des entreprises avec lesquelles vous travaillez, ces questions de sécurisation des approvisionnements sont, je dirais, en haut des préoccupations ou pas encore? Et puis plus concrètement, quel rôle joue une entreprise comme la vôtre dans la stratégie de sécurisation, notamment le sujet recyclage également, dont vous avez parlé, et qu'est-ce que vous voyez de votre point de vue comme les principaux obstacles à l'émergence de filières européennes sur cette chaîne de valeur?
Alors, les entreprises commencent à prendre conscience de cet enjeu, parce que on a cité les contrôles d'exportation. C'est un réveil assez brutal, forcément, pour la dépendance qu'il peut y avoir sur certains systèmes. Donc, je dirais que les différentes entreprises progressent dans leur compréhension de cet enjeu. Mais il faut reconnaître que c'est un enjeu qui parfois est très compliqué en fait à mesurer, à chiffrer, parce que vous pouvez avoir des aimants qui sont en rang 6 ou 7 de sous-traitance. Donc c'est quand même un exercice qui est compliqué et qui du coup délègue des choix liés à l'autonomie stratégique, liés à la souveraineté, finalement à des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Donc les grands donneurs d'ordre n'ont pas forcément un contrôle direct. Donc il y a une prise de conscience, mais qui nécessairement prend un petit peu de temps. Alors nous, de notre côté, chez Orano, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes spécialistes du cycle du nucléaire, mais nous avons des compétences techniques. On en revient, à la fin, c'est il faut faire de la R&D, il faut avoir des procédés, il faut avoir des assets. On utilise nos compétences techniques en métallurgie des poudres, dans l'uranium, dans le plutonium, et on fait un pas de côté pour les appliquer aux procédés de fabrication des aimants avec une part de recyclé. Donc pour ça, on a inauguré un pilote procédé à Grenoble en septembre dernier, qui n'est pas là pour faire de la production commerciale. C'est pas l'ambition. L'ambition pour nous, c'est d'apprendre à faire de la R&D et de rattraper l'état de l'art qui est mené aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, par les Chinois et par les Japonais. C'est un club assez fermé, les aimants de haute performance. Et c'est un club assez fermé parce que, je l'ai dit tout à l'heure, tous les aimants ne se valent pas, mais développer ce qu'on appelle la rémanence, la coercivité, la rectangularité, et plein d'autres sujets pour faire des aimants vraiment de très très bonne qualité, c'est compliqué. Mais à un moment, il faut passer par là. On a cité les enjeux réglementaires, on aurait pu parler également des enjeux normatifs avec l'ISO, le CEN, l'AFNOR, à laquelle nous participons aussi. Mais à un moment, il faut faire de la physique, il faut faire de la R&D et il faut avoir des assets, donc une installation, un pilote procédé pour le faire. C'est ce que nous faisons donc avec le CEA. On recrute des ingénieurs docteurs pour les former spécifiquement sur les aimants et accumuler un savoir-faire. Une fois que vous avez fait ça, il faut faire ce qu'on appelle en fait en ingénierie un livre de procédés. C'est ça qui est important, c'est finalement ce procédé pour fabriquer des aimants, comment ça marche très concrètement en ayant débugué l'intégralité des paramètres procédés. C'est un travail qui est long et pénible, mais il faut le faire. C'est une condition nécessaire finalement à l'autonomie stratégique. Et donc c'est ce que nous faisons et nous avons l'ambition de faire ça d'ici l'année prochaine et de valoriser ce livre de procédés auprès d'un acteur tiers. J'en profite pour du coup interpeller justement la salle là-dessus. On a parlé beaucoup de réglementation, on a parlé de financement, on vous a parlé de physique, de chimie, de R&D, et après à la fin il faut poser un modèle d'affaires, un business model comme on dit en mauvais français, pour savoir finalement qui va acheter ce que vous avez produit. L'un ne va pas sans l'autre en fait. On peut pas. L'économie est évidemment pas une matière abstraite, on le sait tous, mais je pense que ça fait partie aussi de ce qu'il faut qu'on fasse passer comme message. Et sur les enjeux liés au recyclage, dans le cas des terres rares et des aimants permanents à base de terres rares, ils sont très concrets parce qu'aujourd'hui vous avez une mine urbaine qui est connue, c'est l'électroménager blanc, donc c'est votre sèche-linge, votre lave-vaisselle. J'ai parlé des disques durs. On a évidemment les moteurs de traction, les turbines d'éoliennes, mais tous ces systèmes qui contiennent des aimants permanents et qui sont intéressants pour diminuer la pression sur la ressource matière première vierge, tous ne sont pas aussi facilement accessibles. Accéder à un aimant qui est dans un moteur de traction, c'est plus compliqué que d'accéder à un aimant qui est dans une turbine d'éolienne. Et donc, il y a ce qu'on appelle une courbe de mérite en économie, c'est-à-dire que tous les gisements secondaires ne sont pas aussi facilement accessibles. Et après, il y a la composition chimique de l'aimant. On a dit que tous ces aimants varient énormément. Donc il faut être capable d'avoir un procédé qui permette de traiter tel type d'aimant et pas tel autre. Ce que l'on voit, c'est que ces flux industriels d'aimants usagés vont mettre encore un peu de temps à devenir véritablement matures, à dépasser plusieurs milliers, quelques dizaines de milliers de tonnes. C'est quelque chose qui va arriver dans la décennie 2030. Il y a déjà des aimants usagés aujourd'hui, évidemment, qu'on peut recycler, mais moins de 1% des aimants usagés sont recyclés aujourd'hui en Europe. Et à la fin, il y a un modèle d'affaires aussi à poser pour les démanteleurs extracteurs qui doivent quand même gagner leur vie dans le système.
Donc il y a effectivement beaucoup d'enjeux, mais c'est bien ce sur quoi nous sommes mobilisés. La course à la haute performance et un modèle d'affaires à poser sur le recyclage. Merci. Alors, du coup, on voit aussi qu'il y a différents échelons, et vous êtes aussi là, la délégation interministérielle que vous présidez depuis 2022, je crois, Benjamin Galzo, qui est aussi là pour coordonner l'action française sur ces différents sujets et enjeux, et également on se pose la question de quelle est l'articulation entre l'échelon français, l'échelon européen, l'échelon G7. Vous êtes aussi très actif, donc de votre point de vue, quelles sont les actions qui ont été mises en place pour, sur ces différents aspects, favoriser l'émergence de projets, leur financement, assurer leur viabilité face notamment à la concurrence chinoise, avec des enjeux de protection commerciale aussi. Et puis sur l'aspect diplomatique, au fond, qu'est-ce que la diplomatie des métaux et comment vous voyez aussi l'articulation avec des initiatives qui peuvent être prises par des États-Unis là-dessus. Donc vaste menu, mais votre action est vaste. Oui, alors je vais prendre des exemples, parce que j'ai dit, il y a 50 métaux critiques, on peut faire des généralités, mais ça ne vaut pas grand-chose. En fait, il faut prendre des exemples. Donc je prends celui des terres rares, puisque c'est celui que vous avez choisi, mais encore une fois, les terres rares, c'est que 17 éléments, 4 qui concernent les éléments permanents dont parlait Benoît. Mais je vais prendre cet exemple-là. C'est tout à fait, la diversification, elle est tout à fait possible, et elle est tout à fait possible rapidement. Il n'y a aucune technologie ou aucune ressource dont nous ne disposerions pas. Il y a bien sûr des travaux à continuer, mais il n'y a aucun obstacle technique, physique. Premier point. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et ça illustre bien la stratégie de la France et qui est complètement cohérente, évidemment, et articulée avec la stratégie européenne. Quelles sont nos forces? En France, on a la technologie de raffinage. Elle a été inventée par des chimistes français. Accessoirement, c'est des entreprises françaises qui ont délocalisé en Chine dans les années 90. Pas du tout, pardon. Je ne vais pas donner des noms, mais tout le monde les connaît. Et c'est pas les États qui décident de délocaliser, c'est pas les États qui ont pris ces décisions-là, c'est les entreprises. Parce qu'à l'époque, elles avaient des bonnes raisons de penser que c'était intéressant d'investir dans le marché chinois. Mais bon, je ferme cet élément-là, mais je veux dire, ça doit relativiser aussi notre appréciation de ce que le commerce peut faire ou ne peut pas faire dans le temps des rapports de force. Donc, on a construit des usines de terres rares, il y en a une qui existe, elle ne faisait plus des terres rares pour aimant permanent, on l'a repositionnée dessus, c'est l'usine de La Rochelle, aujourd'hui Solvay. Elle peut produire jusqu'à 5000 tonnes d'oxyde de terres rares, à partir de matériaux bruts ou recyclés. C'est un tiers des besoins européens. Donc avec une usine, ensuite on en a une deuxième à Lac, dans le sud-ouest de la France, à côté de Pau, spécialisée sur les terres rares lourdes, c'est pareil, elle peut traiter du minerai, enfin des produits issus de la mine et du recyclage. 800 tonnes de terres rares lourdes, c'est 20% des besoins mondiaux et c'est la totalité des besoins européens. Donc avec une usine de raffinage, donc qui rentrera en opération l'année prochaine, on traite la totalité des besoins européens pour la fabrication d'oxyde. C'est une partie de cette chaîne. Cette usine, elle a été payée à 100% avec de l'argent public. Moitié français, moitié japonais. Donc, on est obligé de faire comme ça. C'est des prêts, c'est des aides, c'est des prises de participation. Aucun industriel privé n'était prêt à mettre 1 euro dans cette usine il y a 3 ans. Pas un seul. Pourquoi? Parce que, on y reviendra, les prix sont bas, le marché est instable, tout bouge, il y a de la volatilité sur les prix, il n'y a pas de visibilité sur la rentabilité. Donc, je suis désolé, peut-être que le cobertisme a des défauts, mais enfin, il a une vertu qui est qu'à la fin, on a quand même une usine. On aura une usine. Comment on alimente cette usine en amont? On a des ressources de terres rares en Europe, il y en a en Suède, il y en a en Norvège, mais elles vont mettre encore 5-10 ans à être développées. Il y a des capacités d'acheter des terres rares en Australie, en Malaisie, au Brésil, au Vietnam, il y en a partout à travers la planète. Donc on a fait des accords, on a signé des contrats. Ces contrats sont aidés par l'État. Donc par exemple, on a l'entreprise qui gère cette usine de terres rares en France, signe un contrat au Canada, signe un contrat en Malaisie. On a des accords pour aider la mise en place de ces contrats, pour financer les opérations minières. Donc voilà, c'est comme ça concrètement que l'on crée cet approvisionnement
en ayant, si je puis dire, des relations de long terme, des contrats sur le long terme qui permettent de sécuriser ces approvisionnements. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait en France, est fait aussi en Estonie. Il y a une très importante usine d'aimants permanents en Estonie et donc vous voyez que petit à petit, en construisant ces briques, en construisant aussi des projets de recyclage direct d'aimants, donc il y a le projet qui a été évoqué par Benoît pour Orano, qu'on a aidé également, puis il y en a un deuxième à Grenoble, aussi à Grenoble si je puis dire, juste à côté, qui est une société qui s'appelle Mag Ressources. Ils recyclent aujourd'hui 50 tonnes d'aimants permanents, et ils peuvent monter, on va considérer à monter jusqu'à 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est significatif, notamment pour les applications les plus performantes. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne concrètement. Quelle est la difficulté? Donc, on met beaucoup d'argent public, on met beaucoup d'aide, on met beaucoup de diplomatie, côté français et côté européen, et j'allais dire la main dans la main, et c'est pas une fiction, hein, ça marche très bien, on se réunit régulièrement, on échange les priorités. Donc ça, je vais dire, c'est en place et ça fonctionne. On a à peu près 7 milliards d'euros d'investissement dans les métaux critiques en France. Je n'ai pas le chiffre européen, mais ça doit être probablement 5 ou 6 fois ce montant-là. Aidé avec quand même 1,7 milliard de soutien public. Hein, pour 7 milliards d'investissement, 1,7 milliard de soutien public. Donc l'État fait un effort extrêmement important pour mettre en place ces projets. Donc ça peut prendre du temps, parce que c'est de l'industrie lourde, il y a de la R&D, donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais c'est en route. La grosse difficulté auquel on est confronté, c'est de pouvoir tenir dans la durée. C'est-à-dire que toutes ces capacités que l'on construit, encore faut-il qu'ils n'arrivent pas dans 5 ans ou 10 ans, ce qui est arrivé il y a 20 ans, c'est-à-dire que les usines ferment parce que les prix sont bas et les entreprises perdent de l'argent. Donc, on ne va pas les subventionner uniquement, durablement avec de l'argent public, il faut qu'on mette un cadre de marché. Il faut que les entreprises en aval agissent concrètement pour leur sécurité d'approvisionnement. On ne peut pas être dans une situation où des donneurs d'ordre de grandes industries européennes continuent à faire uniquement une politique fondée d'achat sur le plus bas coût. Il faut qu'elles intègrent la sécurité d'approvisionnement. C'est comme une assurance. Vous voulez assurer votre maison, vous payez une prime d'assurance. Vous voulez assurer votre sécurité d'approvisionnement, vous ne pouvez pas avoir le même prix. Vous devez participer à la construction de ces chaînes de valeur. C'est compliqué, Benoît l'a dit, c'est souvent le 7e rang d'approvisionnement. Vous savez, les entreprises, les grands donneurs d'ordre, ils se sont concentrés sur un nombre limité de tâches. Il faut qu'ils reviennent en arrière, il faut qu'ils retrouvent la maîtrise de ce qui existe à l'intérieur de leurs produits. On ne peut pas faire de l'industrie si on ne maîtrise pas ce qu'il y a dans ces produits. Parce qu'on est dans un monde, le monde des rapports de force, où à tout moment, pour des raisons physiques, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ou pour des raisons politiques, un pays décide « je coupe le robinet ». Et ça peut arriver rapidement, ça peut arriver demain, et on le voit sur les contrôles à l'export. Donc ça, c'est le premier élément, il faut que les entreprises soient plus actives et plus responsables dans leur politique d'approvisionnement. Et puis il y a la régulation, et c'est ce dont on discute aujourd'hui en G7 sous présidence française, parce qu'on n'est pas sûr que, si je puis dire, les seules incitations ou régulations qu'on met à l'aval suffiront. Et donc on réfléchit, on échange, et on espère bien obtenir un accord dans les semaines et mois qui viennent, pour qu'il y ait un environnement de marché et de prix sur ces métaux qui permettent effectivement la diversification. C'est quand même quelque chose d'assez particulier dans le monde économique, qu'on en revienne aujourd'hui à potentiellement des régulations de prix sur des marchés aussi mondialisés que le marché des métaux critiques. Hein. Je crois que c'est dans le basculement d'un certain nombre de logiques économiques, c'est quand même un symbole extrêmement fort de dire qu'il y a les pays du G7 qui reconnaissent que le marché ne traitera pas ce problème et qu'il faut mettre un environnement. Bien sûr, il faut travailler avec les entreprises, mais il faut mettre un cadre de régulation du marché qui permettent effectivement de ne pas être exposés à ces fluctuations de prix et à ces pratiques anticoncurrentielles. Ça n'est pas facile de se mettre d'accord, mais là aussi, le dialogue entre pays, les négociations sont très importantes. C'est un sujet mondial, hein. C'est pas qu'un sujet du G7. On discute aussi avec l'Inde, avec le Brésil. Tous ces pays sont des pays industrialisés qui
eux aussi ont besoin de ces matières premières et ont le même intérêt que nous. Donc voilà, moi je suis assez optimiste sur le fait qu'on peut trouver des accords. Et pour terminer, ça n'est pas une politique qui est, si je puis dire, où on vise certains pays. On dit simplement une chose, c'est, vous savez, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas bon. Donc un cas où il y a des dépendances excessives, que ce soit vis-à-vis de tel ou tel pays, c'est pareil. Les dépendances excessives vis-à-vis d'une source, ça fonctionne pas, c'est trop fragile. Voilà. Mais c'est pas une politique ciblée contre tel ou tel pays, c'est une politique de diversification. Juste un mot peut-être pour illustrer pour l'Assemblée ce que Benjamin a expliqué, c'est le coût de l'inaction en économie, cette prime d'assurance. Aujourd'hui, effectivement, si on achète au moins cher, on gagne en compétitivité, mais le jour où il y a une tension sur les approvisionnements, le grand assembleur qui a un système, ça peut être une voiture, ça peut être une turbine, ça peut être un drone, ça peut être n'importe quoi, mais qui n'a pas son aimant, il se retrouve avec une chaîne d'assemblage qui ne fonctionne pas. Et là, le coût, je ne sais pas si vous le connaissez, mais l'ordre de grandeur, généralement, c'est 1 million d'euros la journée. Et généralement, ça va beaucoup plus haut. Donc, quand on intègre le coût de l'inaction, il faut intégrer le risque, finalement, de ne pas avoir, dans le cas présent, ces aimants-là, et combien ça coûte. C'est du chiffre d'affaires que les gens ne font pas. Donc, c'est ça qu'on essaie aussi d'expliquer, quel est le coût de l'inaction. Mais voilà, il y a un long travail, effectivement, à faire avec... Oui, c'est... Je pense qu'il faut donner un chiffre sur un véhicule thermique, donc la voiture classique, si je puis dire. Vous avez des aimants un peu partout, sur les mécanismes qui actionnent les freins, sur les mécanismes qui lèvent les vitres, ainsi de suite. Vous en avez partout, ces aimants à terre rare. Il y a une trentaine d'euros de terre rare, donc ça doit faire 60 euros d'aimant ou quelque chose comme ça, 50 euros d'aimant. Voilà. Aujourd'hui, ces fournitures-là dépendent, on l'a dit, beaucoup de la Chine. Donc, du jour au lendemain, une grande partie de l'industrie, la totalité de l'industrie automobile européenne s'arrête pour quelque chose qui fait 50 euros ou 30 euros par véhicule. Donc, ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une économie où, en fait, il y a un objet qui représente 30 à 50 euros sur tous éléments compris, qui menace la totalité de la production d'un objet qui fait 30 000 euros ou 25 000 euros. Vous voyez bien que là, il y a un problème, il y a un moment où l'économie dysfonctionne, si je puis dire, quand on est comme ça. Là, on voit justement que ce n'est pas vraiment une question de prix et de Absolument. logique de pur marché, mais vraiment de risque de rupture qui met à l'arrêt tout un ensemble de chaînes industrielles. Je vais peut-être terminer parce qu'on a presque... si je puis dire, ce risque-là, il était peut-être faible. Le risque de rupture d'approvisionnement était peut-être faible il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est certain, en fait. On a presque épuisé notre temps, mais je veux redonner la parole à Elvire, et notamment sur ce que vous avez abordé à la fin, qui est un peu les questions plus diplomatiques, finalement. On a besoin de partenariat, on a besoin de coopérer. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet aspect partenariat et diplomatique pour résoudre le problème ? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, même par Édouard, en présentant un peu toute la stratégie commerciale, qui n'est pas nouvelle, où on a en effet tous ces accords commerciaux à travers le monde. Maintenant, je dirais qu'on est dans un contexte un peu différent, où on a des pays ressources qui ont ces capacités, ces ressources minières, qui eux-mêmes ont envie de monter en gamme. C'est-à-dire pas simplement vendre les minerais qui sont extraits sur leur terre, mais éventuellement aussi accéder à des capacités de raffinage. Donc ça a fait évoluer la stratégie européenne. C'est-à-dire que là, je reviens d'abord sur le niveau européen, mais de partenariats stratégiques qu'on pouvait développer, ajouter à des accords commerciaux, comme on l'a fait avec le Canada. On avait signé cet accord commercial en 2017 avec le Canada, le CETA, qu'on n'a pas encore ratifié en France. Et il faudrait peut-être en prendre la mesure de l'intérêt de cet accord aujourd'hui, quand on parle justement de ce qu'on est capable de faire en bilatéral avec le Canada, quand on a un accord comme ça qui crée aussi de la confiance et aujourd'hui, je dirais, un contexte évidemment qui nous pousse à travailler beaucoup plus étroitement ensemble. Mais en 2021, il y a un accord stratégique sur les minerais critiques qui a été signé avec le Canada. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qui peut être développé avec d'autres pays à travers le monde. Mais l'Union européenne, la Commission européenne a pris l'initiative de mettre en place aussi des accords ad hoc plus poussés, centrés sur les technologies vertes et les minerais critiques, pour développer des partenariats à proprement parler, des partenariats de co-développement ensemble, avec des capacités de cofinancement et développer des capacités notamment de raffinage avec des pays sources. Et là, actuellement, on en est déjà à
Le premier projet qui va devenir opérationnel, qui est devenu opérationnel en novembre 25, c'est avec l'Afrique du Sud. Mais ces partenariats, ils sont mis en place avec des pays comme l'Argentine, le Chili, l'Indonésie, la RDC, etc. Je dirais que l'Union européenne, à travers ces partenariats, a aussi une approche un peu spécifique, qui est de défendre des standards environnementaux, sociaux, de la durabilité, qui distingue peut-être l'approche européenne de la stratégie d'autres acteurs à l'échelon international. D'abord la Chine, parce que la Chine elle-même continue à vouloir développer cette emprise sur l'accès aux ressources minières et a plutôt misé sur une approche, l'approche qui est au cœur de sa stratégie de la Belt and Road, qui est d'investir dans les infrastructures, et notamment infrastructures routières, portuaires, contre un accès plus facilité, enfin, ou en tout cas des garanties d'accès aux mines dans les pays sources. Ça, c'est quelque chose qu'elle a développé depuis pas mal d'années. Et les États-Unis, qui, eux, ont une approche qui est moins regardante des standards environnementaux. Donc on a, je dirais, plusieurs écoles qui sont en train de se développer et qui se font un peu concurrence dans les pays tiers. Maintenant, il y a un autre enjeu qui nous ramène au sujet que vous évoquiez, qui est le soutien à la demande et le besoin d'amener les entreprises à payer ce premium de sécurité, ce coût additionnel lié à la sécurité économique, et qui met au cœur de cette stratégie de diplomatie des minerais critiques aussi un enjeu qui est un enjeu de prix plancher. Est-ce qu'on a besoin ou pas d'avoir une coordination entre non seulement États européens, mais avec d'autres pays tiers et d'autres grands consommateurs. C'est là où l'initiative américaine, qui a été annoncée début février, de vouloir créer une coalition plurilatérale intervient. Et c'est là où la position européenne... ce sont des enjeux qui sont au cœur actuellement du dossier que mène le délégué interministériel Benjamin Galzo, au cœur du G7. Avons-nous envie de rentrer dans une logique qui est une logique très anti, qui est une logique de bloc et d'alignement sur une stratégie américaine? Et il faut tenir compte aussi de tous les enjeux que nous avons en bilatéral actuellement avec les États-Unis, jusqu'où on peut compter sur une confiance bilatérale. Actuellement, il y a déjà une 50aine de pays qui ont rejoint cette initiative américaine qui vise à s'accorder sur un prix plancher pour soutenir cette demande et en tout cas pouvoir créer un effet de bouclier contre le jeu de yo-yo de la stratégie chinoise qui vise à jouer sur les prix sur le marché international. Ou est-ce que l'on veut développer une stratégie dans laquelle on a aussi un peu plus de flexibilité, une approche européenne qui pourrait être une approche de coopération, coordination, mais qui ne nous enferme pas dans cette logique de bloc? Ce sont bien toutes les questions qui aujourd'hui sont actuellement en train d'être discutées et qui mènent aussi à un enjeu de coordination sur les questions de stockage. Parce que la diplomatie des minerais critiques, elle vise la production, elle peut viser aussi la coordination au niveau des stockages. Et là où les États-Unis sont en train de développer une stratégie de stockage physique en impliquant le privé et le public, l'approche européenne est actuellement davantage engagée sur une logique de stockage contractuel, de mise en place de plateformes où à la fois les fournisseurs et les entreprises peuvent signer des contrats de long terme ou pas et créer une sorte de solidarité qui renforce cette stratégie de bouclier. Merci. Alors, je ne sais pas si, parce qu'on a un petit peu débordé sur le temps, donc je ne sais pas si on a le temps de prendre une question ou pas, si quelqu'un va venir nous. Je vois une question en haut, on va faire très rapide, mais tout en haut. Et après on va laisser la place au suivant. C'était pour moi.
Merci. C'est une question sur la politique commerciale justement de l'Union européenne. On a annoncé récemment l'Industrial Acceleration Act et on s'est interrogé sur la notion de préférence européenne qui s'étendrait aux pays et aux ensembles de pays qui ont un accord de libre-échange avec l'Union européenne. On parle aussi du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui consiste à taxer l'importation notamment de certains métaux, mais pas les produits dans lesquels sont transformés ces métaux, avec le risque de décourager la production dans l'UE et d'importer des produits fabriqués à l'étranger. Comment est-ce que, notamment Édouard Boursieu, comment vous abordez parfois ces contradictions de la politique commerciale ou bien les risques qu'elles peuvent créer, ou en tout cas les perplexités qu'elles peuvent susciter? Qui veut répondre en 1 minute à cette question complexe? Oui, qui n'est pas du ressort de la direction générale à laquelle j'appartiens, donc encore plus complexe. Mais sur le premier point, sur l'Industrial Accelerator Act, dont je ne connais pas la formulation française, et les questions de préférence européenne, la décision qui a été prise, c'est effectivement d'intégrer nos partenaires commerciaux avec lesquels on a un accord de libre-échange, ceux avec lesquels notamment on a des engagements en matière de réciprocité dans les marchés publics. Donc c'est vraiment une question de réciprocité en fait qui a été mise en avant dans ce contexte, qui a une certaine logique. Sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il y a beaucoup donc effectivement, il y a seulement un nombre limité pour l'instant de secteurs qui ont été introduits dans le mécanisme, qui sont ceux qui sont les plus intenses en carbone. On a récemment pris des dispositions pour faciliter les choses sur les engrais compte tenu des besoins essentiels des agriculteurs européens en la matière et qui vont faire que s'aggraver avec la situation dans le Golfe aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés. C'est un mécanisme qui est nécessaire, qui est essentiel pour accompagner le système d'échange de droits d'émission à l'échelle européenne, éviter les fuites carbone. Mais il y a aussi beaucoup de difficultés qui sont liées à ce type de dispositif, l'impact sur les exportations européennes, l'impact sur les industries aval. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours encore pour l'ajustement de ces dispositifs, mais je ne suis pas spécialiste de ce sujet, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Merci. Et je pense qu'on doit laisser la place à la session suivante, mais on est ravis de poursuivre un petit peu la conversation en dehors si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre.